Chers amis auditeurs de Retour au réel, nous voici à nouveau avec monsieur Olivier Piacentini, géopoliticien entre autres, pour parler de manière assez libre du monde après le Covid. Je crois que le premier magistrat, si je me trompe, avait prédit que le monde serait très différent. Si on pourrait faire une brève rétrospective des conséquences du Covid, l'individualisme, accentuation de la dissociété, la méfiance des individus par rapport à leurs semblables, marquée par la distanciation, mais qu'est-ce qu'on a remarqué surtout? L'esprit de délation. Et c'est pas les heures les plus sombres de notre histoire, hein. Mais du moins, on peut comprendre comment à cette époque-là, les gens ont pu dénoncer d'autres. Que peut-on remarquer? Qu'on a ouvert les magasins avant les églises. Ça révèle un certain type de société. Qu'on a enterré les morts à la sauvette. Là aussi, c'est révélateur. Qu'on a interdit aux familles de se réunir, de voir les derniers instants de leurs défunts. Et sans doute, on nous cache ou nous a caché certaines horreurs qui ont pu se produire dans les EHPAD pour des motifs économiques, que sais-je. Que maintenant, nous sommes déconfinés. À moins qu'on nous reconfine dans quelque temps, pour voir si on est bien soumis. Quelle est votre impression? Est-ce que c'est un exercice de contrôle d'une société? Alors, de toute façon, qu'il y ait une intentionnalité ou pas, je ne crois pas, moi, à l'intentionnalité, parce que je ne crois pas que ce virus soit une production, je dirais, voulue pour aboutir à ce résultat. Mais le fait est que, en face du problème, il faut contrôler les populations. Et qui dit contrôle des populations dit forcément une dose de soumission, de contrôle, de surveillance. Et effectivement, on a pu constater que globalement, la population française a répondu aux attentes, c'est-à-dire qu'elle a suivi les consignes relativement, de façon assez disciplinée, contrairement à ce qu'on dit de nous, hein, puisqu'on dit toujours que les Français sont des gens indisciplinés, ripailleurs, etc. Des Gaulois réfractaires. Ben là, les Gaulois n'ont pas été tellement réfractaires. C'est plutôt les non-Gaulois qui ont été très réfractaires, puisque dans les cités, parmi les populations de certains quartiers périphériques, eh bien, on a constaté énormément de désobéissance, de la provocation, moi je dirais même, parce que, vous voyez, moi j'ai senti qu'il y avait à certains moments de la provocation. Oui, ils ont voulu peut-être tester, oui. Et alors, le test, finalement, s'est avéré concluant, en tout cas pour ces populations-là, ou pour les caïds de ces populations-là, puisque le gouvernement s'est couché. C'est-à-dire que le gouvernement, on a su qu'il y avait des instructions, par exemple, carrément dans les Bouches-du-Rhône, au début du Ramadan, le préfet a dit qu'il ne fallait pas verbaliser les musulmans dans ces conditions-là. Alors pourquoi les musulmans, on ne sait pas. Enfin, à quoi ça répond, si ce n'est véritablement à une volonté de soumission de l'État. Donc on est, si vous voulez, dans une pyramide de soumission où le peuple est soumis au gouvernement, qui lui est soumis à certaines minorités. J'aurais peut-être deux autres questions à vous poser. Il y a eu l'état d'urgence sanitaire avec restriction des libertés publiques. Qui est toujours en vigueur. Hein. Qui est toujours en vigueur. Et ne faudrait-il pas craindre que ces restrictions restent gravées dans le marbre? Écoutez, moi, c'est ouvert la question. C'est ouvert la question. Vous savez, aujourd'hui, au Danemark, il y a eu des manifestations avec des débordements de Danois qui ne voulaient plus respecter les règles. Bon. J'ai du mal à croire que tout ceci se prolonge si longtemps que ça. On est quand même des peuples, malgré tout, insoumis. Je ne suis pas convaincu que ça aille au bout. Je veux dire, sur ce terrain. Donc vous ne craignez pas que le modèle chinois s'exporte? Ah, j'ai pas dit que je craignais pas que le modèle chinois s'exporte. Mais si le modèle chinois s'exporte, il s'exportera... lentement. Déjà lentement, et ça sera fait par les Chinois. La pression que mettent les Chinois. Mais là, vous posez une très bonne question. Parce que dans ce fameux monde d'après,
Moi, ce qui me fait le plus peur quand je regarde aujourd'hui le panorama de la planète, c'est que je constate que la Chine attaque l'Inde. C'est-à-dire qu'il y a une intrusion dans les frontières de l'Inde, dans une zone que la Chine revendique depuis bien longtemps. Bon, la communauté internationale ne réagit pas. La Chine remet en question le statut particulier de Hong Kong. Alors là, nous avons droit aux incantations de Londres, de Paris, de Washington, même, mais bon, finalement, on fait quoi? Rien. Ben, rien. Et dans quelques temps, ce sera Taïwan. Écoutez, je vais vous dire, hein, je serai Monsieur Xi, Oui. Pourquoi je n'avancerai pas? Puisque je n'ai rien en face de moi. Strictement rien. Donc il y a un affaiblissement de l'Occident, et une autre personne, une autre personnalité qui fait partie de nos ennemis. Je cite toujours l'ennemi, moi. Vous savez, quand je commence mes conférences, il y a deux ennemis pour moi. Il y a la Chine et l'islam. L'islam radical, on va dire. Bon, ces deux ennemis, pourquoi est-ce que je dis que ce sont des ennemis? Parce que ce sont des contre-modèles à l'Occident qui sont, je dirais, qui nous sont opposés, déjà en termes de modèle de civilisation, par l'histoire, parce que il y a eu des conflits avec l'islam. Alors ça, c'est depuis carrément que l'islam est né, que nous sommes en conflit avec cette sphère religieuse et civilisationnelle. Et aujourd'hui, qui prend le flambeau de l'islam dans le monde aujourd'hui? C'est Erdogan. Erdogan. Et Erdogan attaque les navires français. Erdogan poursuit et intensifie les forages au large de Chypre. Et maintenant, il intervient en Libye. Et symboliquement, il a envie de transformer Sainte-Sophie en mosquée. Oui, bien sûr. C'est quand même symbolique. Qui est symbolique, qui serait gravissime. Parce que c'est véritablement, je veux dire, on sait que Sainte-Sophie, c'est une des basiliques les plus remarquables du monde, on va dire. Hein. Donc, il est bien évident que ce serait un acte véritablement qui montrerait à la face du monde où il veut en venir. C'est-à-dire que ce qui me frappe, c'est que les Xi ou les Erdogan n'ont plus peur aujourd'hui d'affirmer ce qu'ils sont et d'agir en conséquence. Erdogan a envoyé des troupes qui sont pour la plupart des djihadistes, il en a envoyé 7000 en Libye. Ça veut dire qu'il veut contrôler la Libye par le truchement de ce président Sarraj, qui est en fait qui était à l'agonie, hein, qui était en passe d'être destitué par la rébellion du général Haftar. Et donc, Erdogan, à qui l'Union européenne a donné la garde de 3 millions de réfugiés, va se retrouver avec une deuxième route d'immigration. Il a celle de la Grèce, et maintenant il va avoir celle de l'Italie. Donc à tout moment, il peut nous agresser comme il le veut. Et alors, bon, Macron a un petit peu réagi, hein, il s'est plaint. Bon. Autre question. Cette pandémie a montré les faiblesses de nos pays. Bien sûr. Causées entre autres par les délocalisations. D'après vous, est-ce possible de relocaliser et dans quelles conditions? Alors, écoutez, vous savez, quand on veut, on peut. C'est-à-dire que tout est possible. Sauf que ce ne sera pas possible dans le logiciel où nous sommes. Ah. Oui, j'avais fait il y a quelque temps, l'année dernière, une conférence au Cercle Retour au réel. Socialisme et mondialisme, les deux plaies qui saignent la France. Bon. Pourquoi les relocalisations aujourd'hui ne sont pas envisageables dans le schéma actuel? Parce que les entreprises, les industries ne sont pas compétitives à cause des charges et des taxes qui pèsent en particulier sur le travail. Et alors, quand vous vous retrouvez avec le boulet que ces industries ont au pied, on les livre à la concurrence de la Chine sans aucun paravent. C'est-à-dire, il y a le libre-échangisme, qui est le socle du mondialisme, qui livre ces entreprises surtaxées à une concurrence féroce de pays qui font du dumping comme la Chine. Donc, si on garde ce logiciel socialiste et mondialiste, il est bien évident que c'est impossible. On s'en sortira pas. Mais qui va investir dans des industries? Qu'est-ce que vous donnez? Ce qui n'est pas à craindre. Il faut changer dans quelques mois, il y aura des faillites en cascade. Mais c'est déjà commencé. Et qui va acheter nos dépouilles? La France, elle les découpe. La France, elle la découpe, oui. Alors, qui va acheter nos dépouilles? Vous savez, ça fait un moment qu'on les achète, nos dépouilles. Mais comme effectivement Laurent Isard l'a expliqué dans son livre, très souvent, on n'achète pas nos entreprises pour, je dirais, les sites industriels et la capacité de travail en France. On les achète pour les brevets, les savoir-faire, les technologies, et qu'on va... pour appauvrir nos pays. Pour appauvrir nos pays. Et puis, c'est des entreprises américaines, chinoises ou autres qui s'enrichissent et qui vont délocaliser
ailleurs, là où Alors, c'est moins est-ce cher, que ce en phénomène- utilisant notre savoir-faire. Est-ce que ce phénomène ne va pas s'amplifier? Ben, le phénomène, mais écoutez, vous savez, moi j'écoute depuis 2 mois les commentaires, Monsieur Macron, Monsieur Le Maire, il faut relocaliser ci, relocaliser ça. Et en même temps qu'ils disent ça, c'est les délocalisations qui s'intensifient encore. C'est de l'incantation. C'est de l'incantation. Je vous le dis, Alors, tant qu'on ne change pas autre le question. logiciel socialiste et mondialiste, les délocalisations vont continuer et vont s'amplifier parce que nous sommes, en plus, notre marché de consommateurs sur place est atteint à cause de la crise, à cause de la baisse de pouvoir d'achat des gens. Donc même ça, nous ne l'avons plus. Vous voyez? Alors qu'est-ce qu'on voit? Que l'État, pour peut-être éviter une explosion sociale, lâche l'argent à tour de bras. À tour de bras. Comme la divinité fortune. Mais c'est ça. Mais jusqu'où? Bah, Et à quel prix? Est-ce qu'on ne pourrait pas risquer qu'un jour ou l'autre, les banques nous dépouillent de nos avoirs, que l'État nous dépouille de nos propriétés? Parce qu'il faudra payer un jour. Mais c'est évident. Mais vous savez, moi j'écoute parfois des émissions sur une chaîne comme BFM TV, j'écoute les économistes. Je suis atterré, c'est-à-dire que j'entends dire ah bah oui. Ils s'endorment, mais enfin presque on dirait que tout va bien parce qu'on balance de l'argent comme ça. Enfin, aucun argent n'est gratuit. Soit on le rembourse en payant des impôts, soit on le monétise, c'est-à-dire on crée de la monnaie, ce que fait déjà la Banque centrale depuis des années, mais là ça s'est intensifié. Et à ce moment-là, c'est la valorisation de la monnaie qui va s'écrouler et on va avoir de l'inflation. Donc d'une manière ou d'une autre, nous allons payer ce qui se fait actuellement. Et alors en plus, il y a autre chose qui me fait peur, et là on parle d'un point de vue social et idéologique et politique, c'est qu'on a l'impression, si vous voulez, regardez, il y a quelques mois, Macron disait « Ah oui, il n'y a pas d'argent magique, etc. » Il prêchait la rigueur. Bon. Et là, tout d'un coup, il y a de l'argent qui sort de tous les sens, de tous les côtés. Donc, dans l'esprit des idéologues de la gauche, on vous dit « Mais regardez, vous voyez bien, ils vous mentaient. S'ils ne vous donnaient pas l'argent, c'était pour servir les capitalistes, etc. » Ça n'a pas profité tellement à Mélenchon. Hein. Non, pour le moment, ça ne profite pas à Mélenchon. On a l'impression que le peuple ne croit plus en rien. Ben, et si on regarde les dernières élections municipales, une abstention énorme, alors que c'est pas moi qui irais me plaindre que les gens ne croient plus à la démocratie. Bon, ça c'est un aparté. Mais ce qui est inquiétant, c'est de voir la percée des Verts. Parce que c'est l'anti-économie, c'est une vision anthropologique de l'homme qui est totalement subversive. Parce que, bon, réduire les voitures comme ça, à la limite, c'est de la broutille. Il y a derrière une vision de la société qui est effrayante. Qui est effrayante. Et une vision de notre civilisation. Et, disons, c'est l'aboutissement de l'école de Francfort. Écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Moi je dirais plutôt du Cercle de Rome, de 1972-73. Club de Rome. Club de Rome, oui. Dumont et... Oui, oui, il prêchait la décroissance. Et le pire, j'ai écouté certaines déclarations de Roudy, là, que s'appelle l'ancien député européen rouge-vert, Cohn-Bendit. Ah oui, oh là là. Qui paraissait modéré par rapport aux écolos d'aujourd'hui. Ah bah oui, parce que lui maintenant il est macroniste, vous comprenez. Enfin bon voilà, donc oui, c'est sûr. Mais alors, si vous voulez... Alors, comment voulez-vous que le bon petit peuple qui entend ces différentes voix puisse se repérer? Alors je vais vous dire, on est tous écologistes dans le sens qu'on aime la nature. Vous voyez, on n'a pas envie que la terre ne ment pas. La terre ne ment pas. Bon. Et donc les gens ont vu que pendant 2 mois, si vous voulez, bah, c'est vrai, on revoyait un petit peu les animaux, on voyait qu'il y avait... Bon. Mais malheureusement, je vais vous dire plusieurs choses. Premièrement, je crois qu'il n'y a même pas besoin de faire du volontarisme en termes écologiques. Bientôt, il n'y aura plus d'industrie et les gens n'auront plus de sous pour s'acheter des voitures. Donc on va forcément avoir moins de pollution si ça continue comme ça. Et puis, il y a une deuxième chose. Observez bien, quels sont les 2 mouvements dont on parle depuis un mois? Écologisme et l'anti-racisme. Bien. Qui est en fait du racisme anti-blanc. Et les deux sont les faces d'une même médaille. C'est d'enfoncer l'Occident. De dire, voilà, l'Occident, vous n'avez plus droit à la parole aujourd'hui, vous ne pouvez plus parler parce que vous avez fait trop de mal, et vous polluez, vous salissez, vous n'avez même plus le droit de produire. Vous ne pouvez plus parler, vous ne pouvez plus affirmer votre culture, vous ne pouvez plus produire, vous ne pouvez... Si vous voulez, c'est un ensemble de choses qui est lancé pour punir l'Occident et le mettre à terre. Et nous avons l'ennemi de l'intérieur, antiracisme, écologisme, et nous avons les ennemis de l'extérieur, l'islam d'Erdogan et
le communisme totalitaire de Xi. Ce qu'il faut voir que nos peuples n'ont plus peut-être la réaction, disons la force de réagir et qui sont déjà colonisés mentalement. C'est un fait qu'il y a une propagande à la télé qui est effarante. C'est-à-dire que, comme je vous dis, vous écoutez les économies sur BFM, on vous explique que tout va bien. On vous explique, alors qu'en France, il y a un problème de racialisme, mais citez-moi un pays moins raciste que la France dans le monde. Moi, j'en vois pas. Je vois pas en quoi les minorités ont de quoi se plaindre. C'est amusant que la mort d'un homme n'est jamais objet de réjouissance, mais que ces deux héros ont un palmarès quand même qui en dit long. Oui, alors je vais vous dire, hein, je vais faire deux choses différentes. Sur la mort de George Floyd, bon, on voit cette chose-là à la télé, bon, c'est franchement le policier, bon, est en prison, c'est bien fait pour lui. Bon, alors après se greffe tout un tas de choses, mais alors c'est vrai qu'aux États-Unis, si vous voulez, il y a un climat de violence entre policiers et délinquants qui fait que les gens vont trop loin d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, le tort premier, bien sûr, les délinquants. Oui, mais qu'est-ce qu'on voit mais en France, en ce moment, en Amérique, on va enlever les drapeaux sudistes. Oui, voilà, on enlève les statues de Christophe Colomb, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans d'ailleurs, etc. Bon, mais en France, soyons quand même sérieux, vous n'allez quand même pas me dire qu'en France, la police est répressive, assassine, etc. Vous avez toujours trouvé des fous dans toutes les corporations. Enfin, ça n'a rien à voir. Et quand je vois, alors, concernant le meurtre d'Adama Traoré, des gens vous disent un crime raciste. Ben, les policiers qui l'auraient serré étaient deux Antillais. Déjà, ça colle pas. Deuxièmement, on ne connaît pas les circonstances, c'est pas clair, et la plupart des enquêtes ont démontré qu'il n'y avait rien. Troisièmement, je vais vous dire, hein, entre lui et toute la famille, il faut voir quand même un peu le fameux Traoré, parce que c'est pas simplement des vols à la tire ou des broutilles. Cambriolage, braquage, trafic de stupéfiants, séquestration d'une personne à qui il a coupé le doigt, d'une femme. Il a violé son détenu à la prison. Attendez quand même. C'est quand même assez... Bah écoutez, franchement, je veux dire, vraiment, je n'aimerais pas qu'on remplace la statue de Colbert par celle de Traoré, parce que bientôt c'est ce qu'on va nous proposer. Alors non, franchement... je veux dire, et toute la famille est comme ça. On entend des choses du genre la France est terroriste, raciste, colonialiste, fasciste. Mais comment on peut tolérer des choses pareilles? Comment des gens peuvent venir de pays pauvres, dans notre pays où on leur donne... aucun autre pays n'offre autant d'aide sociale, n'offre autant d'opportunités que la France, et les mêmes en profitent pour insulter et salir notre pays. Ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas tolérable. Et le problème n'est pas tant ces gens-là et ces associations-là, mais les médias qui font un écho. Qui sont complices. Qui sont complices parce que l'écho qui est fait autour de tout ça est scandaleux. Alors qu'est-ce que je remarque aussi? Que cette période post-Covid va permettre à Macron de faire passer en catimini les lois de bioéthique. Oui, bien sûr. Et moi je relis ça, disons, comme une conséquence directe de ce qu'on a vécu. Comme j'étais estomaqué de voir une recommandation de l'ONU s'inquiétant du sort, je ne sais pas quel mot il faut employer pour pas être convoqué à la 17e chambre, disons ceux qui ont des mœurs particulières. Je vois pas le lien avec le Covid. Ah, moi non plus, je vois aucun rapport. Mais vous savez, effectivement, on a vu beaucoup d'étrangetés. Par exemple, en pleine pandémie, le pic de pandémie, c'est-à-dire là où les hôpitaux étaient engorgés, les gens mouraient. Et où des fois, on ne pouvait pas les mettre en réanimation. On sélectionnait les personnes suivant l'âge. Eh bien, c'est terrible, c'est horrible. Moi, je me mets à la place des médecins. Parce que, bon, oui, j'imagine, c'est horrible. Bon. Eh bien, dans le même temps... Au moment où ça se produisait, vous avez Madame Schiappa et Monsieur Véran qui intervenaient pour dire aux femmes qui comptaient faire un IVG de ne pas retarder de venir le faire. Oui. C'est quand même incroyable de se soucier des IVG pendant un moment pareil, et par exemple ne pas dire les femmes qui veulent accoucher aussi, enfin on va leur aménager des places spéciales. On ne peut pas dire que certaines sociétés ont besoin de sacrifices. Vous parlez de la nôtre? Oui. Ah, écoutez, Et je me demande, vous voyez, si l'avortement n'est pas devenu quelque chose de symbolique. Oui, mais un peu comme chez les Incas. Mais écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Ça rentre dans le même logiciel de pensée. Ça fait partie d'un triptyque avec, comme on l'a dit, l'antiracisme et l'écologisme. L'avortement et la dénatalité, c'est aussi un moyen, si vous voulez, d'assécher l'histoire et l'avenir du peuple européen et de l'Occident.
voyez, de la même manière, cette punition permanente qui pèse sur le christianisme, vous voyez, et vous êtes bien placé pour le savoir. C'est véritablement, on tape sur tout ce qui fait la marque de notre civilisation, c'est-à-dire la religion chrétienne, la natalité, la famille, le peuple, la reproduction donc de l'espèce, je dirais. C'est l'inversion des valeurs. Voilà, l'inversion des valeurs. Notre souche historique, notre histoire, notre passé et notre capacité productive, qui là aussi doit être freinée par l'écologisme. Donc, de tous les côtés, on essaye de nous... Le droit naturel, quelles qu'en soient les nuances qui viennent de l'Antiquité, qui viennent de Platon qui et d'Aristote. tombait, disons, c'était la logique de bon sens. Aujourd'hui, est devenu punissable. C'est ça, bien sûr. Il y a une inversion totale des valeurs. Ce qui est effrayant, que la plupart de la jeunesse ignore notre passé. Mais c'est de notre faute. Culturel, historique. C'est de notre faute. Alors, d'après vous, peut-on se relever? Écoutez, moi, je crois qu'on peut encore se relever parce qu'il y a encore des ressources mentales. Je crois que le problème, si vous voulez, c'est que jusqu'à présent, le système tournait quand même. Bon, les gens voyaient bien que ça se dégrade, que ça va pas, etc. Mais enfin, si vous voulez, je vais être très trivial, les frigos étaient quand même... bon, il y avait de quoi dedans, vous voyez. On va arriver à une période où là, les gens vont voir vraiment dans quel gouffre on nous mène. Parce que là, nous allons tomber. Il faut bien comprendre que pour le moment, notre économie tient encore, parce qu'il y a eu toutes ces aides, et il y a encore un peu d'argent qui circule, et donc mais dans 3 mois, nous allons avoir tous les licenciements, les faillites. Vous entendez parler, Airbus, Air France, La Halle aux chaussures, André, Camailleux, mais tous les jours on en entend, je ne pourrais même plus vous en citer tellement il y en a. Et évidemment les petits commerces, les restaurants, tous les lieux de spectacle, les cinémas, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de... Et quand le chômage risque de monter, on risque d'avoir à la fin de l'année 1,5 million à 2 millions de chômeurs en plus par rapport au début de l'année. À un moment donné, il va bien falloir payer tout ça. Vous voyez, il va y avoir véritablement un impact formidable sur l'économie et la vie des gens. Et je crois que là, on va avoir un phénomène gilet jaune, puissance 2, puissance 3, puissance 4. C'est mon point de vue. Donc vous pensez que les Gaulois réfractaires vont se réveiller? Mais les gilets jaunes, ils l'avaient quand même manifesté. Oui. Mais comme disait Maurras, si la République est incapable de défendre la France, elle défend très bien ses institutions. Et on l'a vu. Écoutez, les Black Blocs, ils ont discrédité les Gilets jaunes. Et ils l'ont fait de manière de maître. Vous savez, le gros problème, c'est qu'ils discréditent aussi la République, cher frère Thierry. Parce que vous voyez, les gens voient ce qui se passe, ils voient que l'État ne réagit pas, voire se laisse faire, qu'il est incapable de réagir. Cher ami, la République, la Troisième République, parlait encore de nation, de patrie. Oui, elle en parlait beaucoup. Elle en parlait beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on voit? Que c'est occulté aujourd'hui, c'est oublié. Mais c'est peut-être dans la matrice révolutionnaire. Hein. La patrie, pour le révolutionnaire de 89, c'est la patrie des droits de l'homme. Vous savez, je pense qu'en 89, une grande majorité quand même des révolutionnaires ne pouvaient pas envisager ce qui allait se passer 2 siècles après, et avaient quand même une notion de patrie qui était beaucoup plus développée qu'aujourd'hui. C'est vrai. Mais observez même... Mais leur logiciel, au moins d'un point de vue, disons, de rêve chimérique, c'était le transhumanisme qu'on trouve chez les auteurs du 18e. Vous allez trouver ça chez une petite élite, pas forcément une petite élite. Oui. Ça c'est vrai. Mais quand on substitue à la notion de vraie souveraineté le pacte, mais tout est possible. Regardez, Cambacérès, dans le Code civil, le mariage c'est le plus sain des contrats. Mais c'est un contrat. Donc, un contrat, mais je le fais avec une femme, mais pourquoi je ne pourrais pas le faire avec un autre homme, ou avec mon chien, ou mon chat? Oui, alors vous voyez, sur le mariage homosexuel, vous avez quand même remarqué que ça a mis 2 siècles et demi. Oui, mais c'est dans les principes. Oui, je ne sais pas s'il maîtrisait, si tout le monde... Non. S'il maîtrisait tous. Il est évident que si on avait dit ça à Cambacérès, il aurait hurlé. Ah, ça me paraît évident. Hein. C'est évident. Mais c'est dans la logique. Si vous prenez les chants révolutionnaires, leur patrie, c'est l'humanité. Il y a déjà en germe, on pourrait dire presque un mondialisme
chez certains auteurs révolutionnaires. Vous l'avez chez certains auteurs, mais écoutez, écoutez frère Cyril, sur ce plan-là, je suis quand même plus partagé que vous, parce que vous voyez, qu'on le veuille ou non, cette période révolutionnaire, elle a débouché sur le Premier Empire. Le Premier Empire, c'est quand même la nation qui fait bloc avec tout ça, c'est vrai. Et vous voyez, même quand vous regardez l'armée française, pourquoi l'armée française avait de si grands succès à l'époque? Parce que justement, elle puisait dans une tradition. Déjà dans une tradition, mais dans le peuple, c'est-à-dire que c'était une armée de gens mobilisés par rapport aux armées précédentes qui étaient des armées de mercenaires, bon, où c'était pas tout à fait la même chose. Et l'élan des guerres napoléoniennes est venu aussi de cet aspect où vraiment le peuple avait l'impression d'être soudé et de... Je vais vous répondre, mais c'est pas vraiment l'objet de... Non, mais ça ne on parle librement. On digresse un peu. La Restauration, si on regarde la Restauration, on a cru qu'on était revenu à l'Ancien Régime. Mais non. Hein. Certes, le roi était de droit divin. Certes. Il octroie une charte. Très bien. Mais il garde le code napoléonien. Donc les principes de l'individualisme. Et il est évident qu'il y avait contradiction. Et qu'un jour ou l'autre, mais on aboutirait, disons, à la destruction de cette forme d'État. D'ailleurs, Napoléon, quand il prenait le pouvoir, quand il nommait des roitelets à droite à gauche, il leur enjoignait bien, prenez le code civil, et Balzac dira, c'est un pilon qui détruit la société comme des grains de blé, hein, comme des grains de sable. Donc, est-ce que l'expérience qu'on vient de vivre ne doit pas nous amener à un examen de conscience? Ah ben ça, c'est très clair. Bon, il y a revoir la notion de bien commun, temporel. C'est quoi le bien commun temporel? C'est d'assurer le minimum de bien-être aux citoyens d'un État, c'est clair, afin qu'ils puissent vivre sainement. Donc il y a une notion, attendez, de quoi? De morale, mais qu'on a rejetée. Il y a une notion de morale. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui est très fort et qui est inscrit dans la parole de Jésus, d'ailleurs, dans le christianisme. C'est la liberté conditionnée à la responsabilité et au sens, comme vous dites, moral vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Et je crois que quand on détruit, si vous voulez, tout ce qui fonde la société, c'est-à-dire toutes ces obligations morales qui siègent dans l'esprit des hommes, on ne crée plus que des droits qui viennent détruire tout ça et qui finalement dissolvent la société. Cher ami, vous connaissez bien l'Afrique. Vous croyez qu'en Afrique, on aura laissé les vieillards mourir de cette sorte? Jamais. Bon. Jamais de la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la notion de famille, alors que dans nos pays, le Code civil l'a détruite. C'est l'État qui s'est substitué au père de famille. Mais vous avez quand même remarqué, là encore, quand vous dites le Code civil, vous avez remarqué que c'est ces dernières années que la famille a été prise au marteau-pilon. Les lois contre la famille sont relativement récentes. C'est à partir des années 70. Non, ça s'est accéléré. Ça s'est fortement accéléré. Ça s'est fortement accéléré, mais dans une logique qui est toujours la même. D'abord, on s'est attaqué à quoi? À l'héritage. Oui. Bon, ce qui a permis à l'État d'être la providence. Ici. Donc l'État s'est substitué au père, au roi ou au père. D'ailleurs, vous voyez, nous, si nous contestons certains éléments dans lesquels nous vivons, nous cherchons à faire quoi? À défendre nos libertés, que ce soit liberté familiale, scolaire, d'entreprendre, les libertés. Donc des libertés concrètes et non pas abstraites. D'éduquer nos enfants. Liberté concrète. La fraternité, mais dans ce cas-là, il faut un père. Mais où est-il? C'est l'État. Donc, tant qu'on ne sera pas sorti de l'étatisme, je suis bien d'accord avec vous, et de revenir à une véritable souveraineté, mais est-ce possible? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à une sorte d'autodestruction? Regardez, vous savez, la France est un État qui est beaucoup plus avancé que les autres pays sur cette voie. Eh oui. C'est plus avancé qu'en Italie, c'est plus avancé qu'en Allemagne, c'est plus avancé qu'aux États-Unis. Nous sommes le pays qui est le plus avancé dans cette voie de l'étatisation et nous avançons effectivement de plus en plus sur la voie d'une forme de communisme où, par exemple, je vais vous prendre un exemple, les services sociaux qui interviennent dans l'éducation des enfants pour un oui, pour un non, qui se permettent de donner des leçons, etc.
si vous voulez, il y a beaucoup d'éléments, si vous voulez, et vous savez que dans les cités, les gamins le savent. Les gamins appellent la police et les services sociaux si le papa les gronde ou les... Vous voyez. Dernier fait, d'après Covid, il y a eu une instruction de l'éducation dite nationale, non, c'est plus l'éducation, instruction, non, c'est éducation, demandant aux maîtresses de tâter les enfants, voir comment les parents ont réagi. Oui. Donc là, c'est pas carrément, encore le totalitarisme à la soviétique on s'en rapproche. Ou à la chinoise, mais le modus operandi est le même. Mais je vais vous dire ce que j'ai toujours dit, frère Thierry. Vous voyez, la différence entre le socialisme, social-démocratie, socialisme, communisme, c'est pas une différence de nature, c'est une différence de degré. C'est-à-dire que les communistes, ça va vite, avec les sociodémocrates, ça va lentement, avec les socialistes, ça va moins lentement, mais le système est le même. C'est-à-dire que petit à petit, comme vous dites, l'État s'accapare de plus en plus de prérogatives, de plus en plus de droits. Finalement, les droits qu'il distribue, ce sont des faux droits. Et au final... eh bien, la société, tout lui appartient, et c'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, vous avez de moins en moins de liberté d'expression. Parce que l'État, captant les revenus, redistribuant tout, se permet de dire, toi, tu as le droit de dire ça, mais non, tu n'as pas le droit de dire ci, etc. Comme vous dites, on n'a pas le droit de critiquer la gestion de la crise par le gouvernement. Et ceux qui l'ont fait, ou ceux qui n'ont pas voulu respecter, sont suspects. Voilà. Et vous voyez, on n'a pas encore une carte à points. Oui, mais si on n'a plus ses points, on ne pourra plus acheter son pain. On n'est pas encore là. Il est bien évident que si le système suit sa logique, dans 50 ans, on y sera. Vous voyez ? Alors, j'inviterai nos auditeurs à relire Orwell. Bien sûr. Et de comparer ce qu'ils ont vécu. Exactement. D'ouvrir les yeux. On peut se réjouir, tout en le regrettant peut-être, que les gens ont compris que la mascarade électorale était un cirque. Je crois que Buzyn a dit plus ou moins que les élections étaient... Oui, enfin, elle en a dit tellement. Elle a dit tellement, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a dit. Oui, bon. Mais des gens comme ça peuvent dire aussi des vérités. Ah, ça leur arrive. Ça peut leur arriver. Parce que quand ça les arrange. Voilà. Quand la vérité les arrange. Les rares fois où la vérité les arrange. Tout ce qu'on pourrait espérer, c'est que les gens, face aux réalités qui vont être très dures, très dures, se ressaisissent. Sinon, que restera-t-il ? Je crois qu'il faut que les gens prennent conscience véritablement de ce qui se passe. Je crois qu'il faut qu'ils prennent conscience sur plusieurs fronts. Je veux dire, quand on voit les tensions, par exemple, on pourrait dire interethniques que nous avons eues en France, mais comment peut-on justifier encore aujourd'hui la poursuite de l'immigration de masse ? Ça ne tient pas debout. Ce qui est amusant, on ne va pas épiloguer là-dessus, ce qu'a écrit Valls dans Valeurs actuelles. Imaginez qu'un De Villiers ou un autre homme de droite aurait dit la même chose avec les mêmes mots. Il se fait incendier. Ou un Zemmour. Il aurait été convoqué à la 17e chambre. Bien sûr. Ah ben oui, mais là, vous savez, c'est ça le problème. Vous voyez, mais vous savez, Valls, je vous rappelle qu'il y a une vidéo qui circule sur Internet où il visite avec ses adjoints la ville d'Évry, il est filmé, et puis à un moment donné, il leur dit, mais là, il y a trop de Noirs, il y a trop d'Arabes, mettez-moi des Blancs. Vous voyez, et ça circule. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui-même considère que certaines populations dégradent l'image de la ville. Ou double langage. C'est véritablement le double langage. Mais comme vous dites, si un Sarkozy, si un De Villiers, si une Marine Le Pen avait dit ça, mais vous imaginez, mais on serait encore... Ça aurait été martelé sur toutes les ondes pendant des semaines, des mois. Vous voyez, pour Manuel Valls, ça passe comme une lettre à la poste. Et oui, lui, si vous voulez, le fait qu'il soit à gauche, évacue tout soupçon de racisme dans sa bouche. On peut, pour conclure, inviter nos auditeurs à lire soit Valérie Bugeaud, soit La France à la découpe, voir à quoi nous mène le mondialisme et la politique ni droite ni gauche de Macron. Je vous suggère la mondialisation totalitaire. Et votre livre, la mondialisation totalitaire. Mais regardez la technique, la philosophie de Macron. Le problème aujourd'hui, c'est les ethnies. Donc vous avez toute l'école de Badiou, enfin tous ces sociologues et compagnie, qui s'opposent maintenant à Macron. Alors, et Macron essaye de faire une synthèse
entre on ne sait pas trop quoi et leur théorie. Mais ça ne peut pas marcher. Ah, ça ne peut pas marcher. Intellectuellement, ça ne peut pas marcher. Ça ne tient pas la route. Ça va tendre vers les théories de Badiou, comme vous dites, l'hyperracialisme, la défense à tout craint des minorités. Alors, le mot de la fin, un mot d'espoir. Ben, j'espère quand même que les gens, parce que vous voyez, on a dressé un tableau peut-être un peu noir, mais les gens quand même ont réalisé aujourd'hui à quel point nous sommes faibles. C'est-à-dire que ce que je dis dans la mondialisation totalitaire, c'est-à-dire le dépouillement de notre outil industriel, le dépouillement de notre autonomie. On fera prochainement une émission sur ce sujet. Quand je parle de l'outil industriel, c'est pas pour les profits ou des choses comme ça. Moi, je parle des ouvriers qui travaillent, qui ont un savoir-faire, qui défendent le savoir-faire de la France, qui vont montrer au monde ce qu'elle sait faire. Et c'est évidemment toutes ces usines qui font que nous sommes un pays puissant, que nous sommes un pays riche, parce que nous pouvons... Ce qu'il y a d'effrayant dans le débat actuel sur les ethnies, au fond, les syndicats vont pas dissocier l'ouvrier blanc de l'ouvrier noir. C'est une classe. Ah ben ça c'est clair, non mais ça c'est évident. Parce que les intellectuels d'aujourd'hui, ils vont dire que l'ouvrier noir est doublement discriminé parce qu'il est ouvrier, parce qu'il est mais noir. De toute façon, quand vous entendez parler de privilège blanc, mais n'est-ce pas ridicule? N'est-ce pas grotesque? Et vous savez bien que je connais, enfin, j'ai dans mon entourage des gens de couleur. Mais personne ne m'a jamais dit qu'un jour il a eu le sentiment qu'il était mal considéré ou maltraité parce qu'il était noir. Qui vient de s'ouvrir. Bah oui, mais et je ne vois pas Macron, avec sa philosophie, au fond un peu d'inclusion, pouvoir y répondre. C'est pas un débat, frère Thierry. Il n'y a pas de débat. On nous dit que ça va pas pour les Noirs et qu'il faut absolument qu'on se mette à genoux. Voilà. Alors que rien ne le démontre, rien ne le prouve dans la société actuelle. Donc voilà, c'est même pas un débat malheureusement. S'il y avait débat, on pourrait au moins parler, on ne peut même pas parler. Mais écoutez, on va se retrouver très bientôt. Bien sûr. Pour parler de la mondialisation totalitaire. Très bien. Et essayer de donner des clés pour inviter les gens à réfléchir. Tout à fait. À être conscients et à ne pas se laisser avoir. Oui, je crois qu'il faut bien comprendre qu'il y a un système en réalité. Vous voyez, quand on parle de désindustrialisation, de racialisme, de dégradation des mœurs, dépravation, etc., tout ce qui est promu, ce ne sont pas des choses différentes. Non. Toutes sont les ensembles d'un même système. C'est ça que j'essaye de faire comprendre aux gens dans mes livres. Rien n'est fortuit, c'est un système qui essaie de s'imposer, global, qui essaie de détruire l'Occident, encore une fois, par sa religion, par ses traditions familiales, par son économie, par sa façon de vivre. À très bientôt. À très bientôt, frère Thierry.